primaire, puis elle a fini par être inspectrice de l'enseignement. Et mon père était prof d'anglais et il a fini par être principal d'un collège. Donc on a grandi dans une atmosphère plutôt studieuse. Il y avait des livres à la maison, il y avait des discussions plutôt intellectuelles, il y avait du partage. Il n'y avait pas beaucoup de richesse, mais il y avait beaucoup de partage. Et quand on partage, ben on est riche, on devient plus riche, on multiplie en partageant en fait. Alors, lettres classiques, ça ne court pas les rues. Ouais. Et on a vu que vous avez fait les lettres classiques. Qu'est-ce qui vous a mené à ces lettres classiques? Alors, je peux dire que c'est le hasard de la vie. Parce que j'étais pas spécialement meilleure en lettres qu'en maths. Au bac, j'ai eu une très bonne note en maths. Mais j'aimais bien les lettres et on était deux à avoir fait du latin jusqu'en terminale. Donc après ça, j'ai eu une bourse fonds d'aide et de coopération. Il n'y avait pas beaucoup de bourses à l'époque et il fallait faire quelque chose qui n'existait pas au Sénégal. Moi, je me destinais plutôt au droit. Je voulais être avocate. Toujours la veuve et l'orphelin depuis toujours. Je voulais défendre les gens. Mais comme le droit, ça existait déjà au Sénégal, il fallait que je m'inscrive dans une spécialité qui n'existait pas au Sénégal. Et cette spécialité-là, c'était l'hypocagne, la cagne, les lettres, la prépa, quoi, les classes préparatoires aux grandes écoles. Et donc, je me suis retrouvée à Poitiers à faire, donc après le bac, ce cursus très rigoureux, très strict des classes préparatoires aux grandes écoles. Ensuite, je suis allée à l'université de la Sorbonne pour faire ma maîtrise, un CAPES. Puis après, l'éducation nationale française m'a compté. Alors qu'au départ, j'ai demandé à entrer dans l'éducation nationale sénégalaise. Ils ont mis beaucoup de temps à me répondre. Mes sœurs sont là. Après, ils ont commencé même à la radio à demander à ce que je rentre. Mais j'avais déjà des élèves, j'avais déjà des classes en France, donc je ne suis pas rentrée. Et je ne suis rentrée que 17 ans plus tard. Voilà. Ces études-là en lettres classiques, quelle est l'importance de ces études aujourd'hui dans votre activité d'écrivain? Alors, énorme, parce qu'avoir fait du latin et du grec, c'est aller aux sources de la culture européenne. Et pour moi, toutes les cultures se valent. Hein. L'européenne, l'africaine, l'asiatique, toutes les cultures se valent. Il n'y a pas une culture meilleure qu'une autre. Mais quand on décide d'enseigner les lettres françaises, il me semble qu'aller à la source du français, faire du latin et du grec, c'était important. Et vraiment, j'ai fait ça par hasard, parce que même parmi les Français qui étaient parmi nous, très peu, on était quoi, 2 ou 3 à avoir fait des lettres classiques. Alors que tous les autres faisaient lettres modernes. Lettres modernes, c'était plutôt du français, ancien français, français moderne. Et nous étions très peu nombreux à avoir fait du latin et du grec, mais à avoir poussé ça jusqu'au bout. Et bon, comme quand je rentre dans quelque part, moi, il faut que j'aille jusqu'au bout. J'ai décidé de faire du latin et du grec jusqu'au bout. Et je l'y suis, hein. Parce que ici, quand vous dites je fais du latin et du grec, les gens vous disent oui, qui de tout à plat, alors que pas du tout. Je trouve que si on me donne gang, avant olof bi ni nek olofu tay dama koy def. Alors, d'écrit sous la peau, vous avez écrit seulement là, bon, on va dire un peu tard, parce que vous aurez pu écrire, publier un livre plutôt. Pourquoi vous avez choisi de publier un livre que maintenant? Parce que alors que vous aurez pu le faire depuis longtemps, vous en avez les capacités, je vous dis. Oui, et il y en a déjà 2 ou 3 avant celui-là. Oui. Celui-là a été écrit assez rapidement, très rapidement. Alors, il a été écrit à la faveur d'un événement qui s'est passé ici. À la télé, il y a un professeur que peut-être certains d'entre vous aiment bien. Moi, en tout cas, personnellement, il m'avait un petit peu choqué en disant que les femmes violées étaient responsables de leur viol. Moi, ça m'avait assez choqué. Et dans les réseaux sociaux que je fréquente, je m'étais insurgée contre cet état de fait. Je me dis, quel mot quoi, qui nous violé, ben qu'on violé, qui qu'on violé, mon feebar, qui nous violé, du qui dara.
Donc voilà, et je me suis fait aussi insulter par certaines personnes. Je me suis dit que la meilleure réponse à leur apporter, c'était un livre. C'était de leur dire que certaines personnes se font violer à leur corps défendant. Vraiment, ils n'y sont pour rien. Et quand on viole quelqu'un, on l'assassine quelque part. Et mon livre, c'était pour montrer que non seulement il y avait une mort avec le viol premier, mais il y a une deuxième mort si jamais on nie ce viol-là. Si ce viol n'est pas exprimé et n'est pas combattu par toute la société, c'est comme une deuxième mort pour la personne. Mais en même temps, le livre se veut un livre de la résilience, comme je l'ai dit dans... La résilience, c'est quoi? C'est le fait d'avoir subi un choc dans sa vie et de décider que je ne resterai pas hébété devant ce choc. Je vais combattre. Je vais affronter mon choc. Et je vais m'en remettre. Et je vais cicatriser. Et puis je vais aller de l'avant. Et c'est tout le sens de l'histoire que j'ai voulu... Le mot est lâché. Cicatriser, une histoire pour raconter à travers la douleur que les femmes perçoivent, à travers leur corps, la douleur que les hommes posent sur le corps de la femme, que ce soit par rapport à son poids, par rapport à sa taille, par rapport à sa beauté ou pas, etc. Mais par rapport aussi au coup qu'elles reçoivent, à ce viol dont elles font l'objet. Donc on retrouve tout au long de l'histoire ces différentes formes de douleur, mais toujours exprimées par le corps de la femme. Oui, le corps, d'ailleurs, le premier titre du livre, c'était « Ceci est mon corps ». C'était pas une exposition impudique du corps, je l'ai déjà dit, mais c'était une façon de dire, regardez, mon corps, il est là, il est ce qu'il est, mënuma ci dara, ni ma mel nii la ma yàlla bindee, bu leen ma ci juger. Voilà, c'est pas parce que une femme, une fille qui travaille chez un type a de grosses fesses qu'il doit s'en user. Je veux dire, nous devons être capables de nous regarder sans jugement et puis être capables de retenue. Et voilà. Et ce qui est extraordinaire avec ce livre, c'est l'incipit ou bien l'incipit, vous qui avez fait du latin. L'incipit, voilà, l'incipit. Donc, je vais le lire pour les autres. Une petite fille de 45 ans s'apprête à prendre l'avion pour la deuxième fois de sa vie. En ce caniculaire juillet parisien. Une petite fille de 45 ans. J'ai passé le livre à beaucoup de personnes, ils se sont tous arrêtés à cette phrase-là. En me regardant, une petite fille de 45 ans, est-ce possible? Je dis, lis le livre pour voir, c'est fort possible peut-être. Bon, dans l'écriture, tout n'est pas gratuit. C'est un très beau procédé. Donc, vous posez ici quelque chose de très grand dans la littérature sénégalaise. En général, dans la littérature, il y a des incipits qui sont restés très célèbres, qu'on cite jusqu'à présent, tels que Maria Maba dans une si longue lettre. Il y a aussi, comment ça s'appelle encore, l'aventure ambiguë. Il y a aussi Camus, aujourd'hui maman est morte. Voilà quoi, je pense que celui-ci va rester dans les annales de la littérature sénégalaise. Ouais. Donc, et l'héroïne, elle est appelée une petite fille alors qu'elle a 45 ans. Pendant une longue partie de l'histoire, on ne connaît son nom que presque à la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que l'héroïne ne parvient pas à être ce qu'elle est véritablement. Avec le choc et la violence qu'elle a reçue, qu'elle a un petit peu oublié, elle ne s'autorise même pas à avoir un prénom, à savoir ce que être veut dire. Vous savez, avoir un prénom, c'est être ce prénom. Et ce n'est que vers la page 100, sur un livre qui en compte que 150, 144, ce n'est que vers la page 100, voilà, 111 exactement, qu'on sait qu'elle s'appelle Yandé et que son nom a une véritable signification. L'héroïne, si vous avez bien vu, elle s'efface.
Elle est petite fille, mais quelque part, elle est face jusqu'à son propre corps. Elle est saisie d'anorexie, par exemple. L'anorexie, c'est le fait de ne pas manger et de maigrir, de maigrir, de maigrir pour effacer ce corps qu'on ne saurait voir parce qu'il est l'objet de tous nos malheurs, parce que c'est à cause de ce corps qu'on souffre véritablement. Il n'y a pas de séparation pour moi entre le corps et l'esprit, le corps et l'âme, enfin, sauf à la mort. Mais en tout cas, tant qu'on n'est pas mort, le corps porte en soi les stigmates de ce que l'esprit subit. Et on le voit très bien dans la narration. Et cette première partie est faite à la troisième personne. Ce n'est que quand elle parvient à se purifier, on va dire, qu'elle prend la parole elle-même pour commencer à raconter à la première personne son histoire. Tout à fait. Alors, dans les... voilà. Dans la première partie, effectivement, elle ne s'autorise pas à prendre la parole. D'ailleurs, elle ne dit rien. C'est le narrateur qui prend la parole, même dans l'avion, quand elle rencontre cette jeune femme qui lui pose d'autres mots de femme, parce qu'il n'y a pas qu'une héroïne, je me dis, dans ce roman. Il y a plusieurs femmes qui subissent plusieurs types de traumatismes. Dans l'avion, elle rencontre une femme qui subit le traumatisme de la polygamie mal vécue, de l'enfant qui ne vient pas et qui soigne ses blessures. Chacun a sa manière de soigner ses propres blessures. Elle, cette jeune femme de 45 ans, elle n'y est pas encore arrivée parce qu'elle a été déracinée. C'est d'où l'importance de ce retour, l'importance des racines. Moi, je le sais parce que j'ai été déracinée moi aussi très tôt. À 18 ans, je suis partie. Je ne suis revenue qu'à l'âge de 40 et quelques années. Mais je ne suis pas la petite fille. Hein. Voilà. Une partie quand même. En fait, il y a une métaphore de la vente, le ventre de la maman, oui, par rapport à l'avion déjà. Tout à fait. Et la chambre de, comment ça s'appelle encore, Yandé, on va dire. Ouais, ouais. La chambre de Yandé, à chaque fois quand elle est dans l'avion, c'est comme si elle est dans le ventre, le fœtus dans le ventre de sa maman. Quand elle est aussi dans sa chambre, c'est là que sa mère vient lui rendre visite. Donc il y a tout ce procédé de purification là avec sa mère jusqu'à ce qu'elle soit prête à sortir. Donc c'est très beau quoi. Ah merci. Vous êtes le premier à avoir vu ça. Merci aussi. De tous les gens qui m'ont parlé du livre, personne n'a jamais vu en fait ce que j'ai essayé de dire par cet avion, cet habitacle dont elle se met en fœtus, en boule à l'intérieur de l'avion à un moment donné. Et c'est exactement ce que j'ai voulu figurer et vous êtes le premier à me l'avoir dit. Et je me disais, un jour quelqu'un va trouver, mais moi je ne le dirai pas. On va vendre le livre, tu les aides. Merci beaucoup, merci. Alors, à la fin, il y a toutes ces douleurs-là, hein, vous l'avez déjà dit, il y a beaucoup de femmes qui, chacune, dans sa propre histoire, symbolise une injustice, en fait, faite aux femmes, généralement. Et vous reprenez une esquisse de la société sénégalaise par rapport à la place de la femme. Est-ce que vous êtes, comme on dit, une féministe? Oui, le mot féministe pour moi, c'est pas une insulte. C'est même si ici on pense que être féministe, c'est voilà, c'est ouvrir la porte à toutes les libertés, voir les libertinages. Pas du tout. Moi, je pense pas. Je pense que quand on défend une femme contre les injustices qu'elle subit, bah, on est féministe. Et il y a des hommes féministes aussi. Hein. C'est pas que les femmes. Hein. Dès l'instant où on pense que la société n'est pas suffisamment équilibrée et qu'elle brime une partie de son corps social, bah, on devient féministe parce qu'il faut rétablir ce gap-là. Il ne s'agit pas non plus d'être contre les hommes, pas du tout. Mais il s'agit d'avoir des relations équilibrées. Qu'est-ce que vous pensez de, comment on appelle ça encore, la loi sur la parité? La parité.
Alors moi, je pense qu'on aurait dû l'appeler la loi pour l'équité. L'équité, ça me paraît plus juste que la parité, parce que nous ne sommes pas égaux, hommes et femmes, du point de vue physique et du point de vue, je ne sais pas moi, du point de vue, voilà, à plusieurs niveaux, il y a une égalité qui n'est pas forcément évidente. Mais par contre, l'équité, ça j'y crois beaucoup. Il faut que nous soyons équitables vis-à-vis de nous autres, que le mérite soit reconnu, que quelqu'un qui a fait plus d'études, une femme qui a fait plus d'études qu'un homme, ben, qu'elle puisse bénéficier du poste et qu'on ne lui refuse pas parce que c'est une femme. C'est un exemple parmi d'autres. Et la société sénégalaise étant majoritairement musulmane, a tendance à un peu galvauder la place de la femme, ce que vous essayez de rétablir par ce très beau prêche de l'imam que vous posez au milieu du livre, je ne sais plus à quelle page. Je pense que les Sénégalais devraient plus apprendre ces religions, j'allais dire. Même dans nos religions traditionnelles, qui ne sont ni musulmanes ni chrétiennes, je pense que la femme a une place très prépondérante. Même si ce n'est pas dans les religions, dans les sociétés sénégalaises, africaines en général, la place de la femme est très, très importante. Oui, primaire, puis elle a fini par être inspectrice de l'enseignement. Et mon père était prof d'anglais et il a fini par être principal d'un collège. Donc on a grandi dans une atmosphère plutôt studieuse. Il y avait des livres à la maison, il y avait des discussions plutôt intellectuelles, il y avait du partage. Il n'y avait pas beaucoup de richesse, mais il y avait beaucoup de partage. Et quand on partage, ben on est riche, on devient plus riche, on multiplie en partageant en fait. Alors, lettres classiques, ça ne court pas les rues. Oui. Et on a vu que vous avez fait les lettres classiques. Qu'est-ce qui vous a mené à ces lettres classiques? Alors, je peux dire que c'est le hasard de la vie. Parce que j'étais pas spécialement meilleure en lettres qu'en maths. Au bac, j'ai eu une très bonne note en maths. Mais j'aimais bien les lettres et on était deux à avoir fait du latin jusqu'en terminale. Donc après ça, j'ai eu une bourse fonds d'aide et de coopération. Il n'y avait pas beaucoup de bourses à l'époque et il fallait faire quelque chose qui n'existait pas au Sénégal. Moi, je me destinais plutôt au droit. Je voulais être avocate. Toujours la veuve et l'orphelin depuis toujours. Je voulais défendre les gens. Mais comme le droit, ça existait déjà au Sénégal, il fallait que je m'inscrive dans une spécialité qui n'existait pas au Sénégal. Et cette spécialité-là, c'était l'hypocagne, la cagne, les lettres, la prépa, quoi, les classes préparatoires aux grandes écoles. Et donc, je me suis retrouvée à Poitiers à faire, donc après le bac, ce cursus très rigoureux, très strict des classes préparatoires aux grandes écoles. Ensuite, je suis allée à l'université de la Sorbonne pour faire ma maîtrise, un CAPES. Puis après, l'éducation nationale française m'a compté. Alors qu'au départ, j'ai demandé à entrer dans l'éducation nationale sénégalaise. Ils ont mis beaucoup de temps à me répondre. Mes sœurs sont là. Après, ils ont commencé même à la radio à demander à ce que je rentre. Mais j'avais déjà des élèves, j'avais déjà des classes en France, donc je ne suis pas rentrée. Et je ne suis rentrée que 17 ans plus tard. Voilà. Ces études-là en lettres classiques, quelle est l'importance de ces études aujourd'hui dans votre activité d'écrivain? Alors, énorme, parce qu'avoir fait du latin et du grec, c'est aller aux sources de la culture européenne. Et pour moi, toutes les cultures se valent. L'européenne, l'africaine, l'asiatique, toutes les cultures se valent. Il n'y a pas une culture meilleure qu'une autre. Mais quand on décide d'enseigner les lettres françaises, il me semble qu'aller à la source du français, faire du latin et du grec, c'était important. Et vraiment, j'ai fait ça par hasard, parce que même parmi les Français qui étaient parmi nous, très peu, on était quoi, 2 ou 3 à avoir fait des lettres classiques. Alors que tous les autres faisaient lettres modernes. Lettres modernes, c'était plutôt du français, ancien français, français moderne. Et nous étions très peu nombreux à avoir fait du latin et du grec, mais à avoir poussé ça jusqu'au bout. Et bon, comme
quand je rentre dans quelque part, moi, il faut que j'aille jusqu'au bout. Ben, j'ai décidé de faire du latin et du grec jusqu'au bout. Et je les suis, hein. Parce que ici, quand vous dites je fais du latin et du grec, les gens vous disent oui, qui de tout à plat, qui alors que pas du tout, pas du tout. Je trouve que si on me donne ligne donne gang avant olof bi ni nek olofu tay dama koy def. Alors, décrit sous la peau. Vous avez écrit ce roman-là, bon, on va dire un peu tard, parce que vous aurez pu écrire, publier un livre plus tôt. Pourquoi vous avez choisi de publier un livre que maintenant? Parce que alors que vous aurez pu le faire depuis longtemps, vous en avez les capacités, je vous dis. Oui, et il y en a déjà 2 ou 3 avant celui-là. Oui. Celui-là a été écrit assez rapidement, très rapidement. Alors, il a été écrit à la faveur d'un événement qui s'est passé ici. À la télé, il y a un professeur que peut-être certains d'entre vous aiment bien. Moi, en tout cas, personnellement, il m'avait un petit peu choqué en disant que les femmes violées étaient responsables de leur viol. Moi, ça m'avait assez choqué. Et dans les réseaux sociaux que je fréquente, je m'étais insurgée contre cet état de fait. Je me dis, li ken waru ko wax ku ñu violé dañ ko violé rek te kii ko violé moom moo feebar ki ñu violé du ci dara. Donc voilà, et je me suis fait aussi insulter par certaines personnes. Je me suis dit que la meilleure réponse à leur apporter, c'était un livre. C'était de leur dire que certaines personnes se font violer à leur corps défendant. Vraiment, ils n'y sont pour rien. Et quand on viole quelqu'un, on l'assassine quelque part. Et mon livre, c'était pour montrer que non seulement il y avait une mort avec le viol premier, mais il y a une deuxième mort si jamais on nie ce viol-là. Si ce viol n'est pas exprimé et n'est pas combattu par toute la société, c'est comme une deuxième mort pour la personne. Mais en même temps, le livre se veut un livre de la résilience, comme je l'ai dit dans... La résilience, c'est quoi? C'est le fait d'avoir subi un choc dans sa vie et de décider que je ne resterai pas hébété devant ce choc. Je vais combattre. Je vais affronter mon choc et je vais m'en remettre et je vais cicatriser et puis je vais aller de l'avant. Et c'est tout le sens de l'histoire que j'ai voulu... Le mot est lâché, cicatriser, une histoire que vous racontez à travers la douleur que les femmes perçoivent, à travers leur corps, la douleur que les hommes posent sur le corps de la femme, que ce soit par rapport à son poids, par rapport à sa taille, par rapport à sa beauté ou pas, etc. Mais par rapport aussi au coup qu'elles reçoivent, à ce viol dont elles font l'objet. Donc on retrouve tout au long de l'histoire ces différentes formes de douleur, mais toujours exprimées par le corps de la femme. Oui, le corps, d'ailleurs, le premier titre du livre, c'était Ceci est mon corps. C'était pas une exposition impudique du corps, je l'ai déjà dit, mais c'était une façon de dire, regardez, mon corps, il est là, il est ce qu'il est, mënuma ci dara, ni ma mel nii la ma Yàlla bindee, bu leen ma ci juger. Voilà, c'est pas parce qu'une femme, une fille qui travaille chez un type a de grosses fesses qu'il doit s'en user. Je veux dire, nous devons être capables de nous regarder sans jugement et puis être capables de retenue. Et voilà. Et ce qui est extraordinaire avec ce livre, c'est l'incipit ou bien l'incipit, vous qui avez fait du latin. L'incipit, voilà, l'incipit. Donc, ouais. Je vais le lire pour les autres. Une petite fille de 45 ans s'apprête à prendre l'avion pour la deuxième fois de sa vie, en ce caniculaire juillet parisien. Une petite fille de 45 ans. J'ai passé le livre à beaucoup de personnes, ils se sont tous arrêtés à cette phrase-là, en me regardant, une petite fille de 45 ans, est-ce possible? Je dis, ben, lis le livre pour voir, c'est fort possible peut-être. Bon, dans l'écriture, tout n'est pas gratuit, c'est un très beau procédé. Donc, vous posez ici quelque chose de très grand dans la littérature sénégalaise. En général, dans la littérature, il y a des incipits qui sont restés très célèbres, qu'on cite
jusqu'à présent, tels que Maria Moba dans une si longue lettre. Il y a aussi Amadou, comment ça s'appelle encore, l'aventure ambiguë. Il y a aussi Camus, hein, aujourd'hui maman est morte. Voilà quoi, je pense que celui-ci va rester dans les annales de la littérature sénégalaise. Ouais. Donc, et l'héroïne, elle est appelée une petite fille alors qu'elle a 45 ans. Pendant une longue partie de l'histoire, on ne connaît son nom que presque à la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que l'héroïne ne parvient pas à être ce qu'elle est véritablement. Avec le choc et la violence qu'elle a reçue, qu'elle a un petit peu oublié, elle ne s'autorise même pas à avoir un prénom, à savoir ce que être veut dire. Vous savez, avoir un prénom, c'est être ce prénom. Et ce n'est que vers la page 100, sur un livre qui en compte que 150, 144, ce n'est que vers la page 100, voilà, 111 exactement, qu'on sait qu'elle s'appelle Yandé et que son nom a une véritable signification. L'héroïne, si vous avez bien vu, elle s'efface. Elle est petite fille, mais quelque part, elle efface jusqu'à son propre corps. Elle est saisie d'anorexie, par exemple. L'anorexie, c'est le fait de ne pas manger et de maigrir, pour effacer ce corps qu'on ne saurait voir, parce qu'il est l'objet de tous nos malheurs, parce que c'est à cause de ce corps qu'on souffre véritablement. Il n'y a pas de séparation pour moi entre le corps et l'esprit, le corps et l'âme, enfin, sauf à la mort. Mais en tout cas, tant qu'on n'est pas mort, le corps porte en soi les stigmates de ce que l'esprit subit. Et on le voit très bien dans la narration. Et cette première partie est faite à la troisième personne. Ce n'est que quand elle parvient à se purifier, on va dire, qu'elle prend la parole elle-même pour commencer à raconter à la première personne son histoire. Tout à fait. Alors, dans les... voilà. Dans la première partie, effectivement, elle ne s'autorise pas à prendre la parole. D'ailleurs, elle ne dit rien. C'est le narrateur qui prend la parole. Même dans l'avion, quand elle rencontre cette jeune femme qui lui pose d'autres mots de femme, parce qu'il n'y a pas qu'une héroïne, je me dis, dans ce roman, il y a plusieurs femmes qui subissent plusieurs types de traumatismes. Dans l'avion, elle rencontre une femme qui subit le traumatisme de la polygamie mal vécue, de l'enfant qui ne vient pas et qui soigne ses blessures. Chacun a sa manière de soigner ses propres blessures. Elle, cette jeune femme de 45 ans, elle n'y est pas encore arrivée parce qu'elle a été déracinée. C'est d'où l'importance de ce retour, l'importance des racines. Moi je le sais parce que j'ai été déracinée moi aussi très tôt. À 18 ans, je suis partie. Je ne suis revenue qu'à l'âge de 40 et quelques années. Mais je ne suis pas la petite fille. Hein. Voilà. Une partie quand même. En fait, il y a une métaphore de la vente, le ventre de la maman, oui, par rapport à l'avion déjà. Tout à fait. Et la chambre de, comment ça s'appelle encore, Yandé, on va dire. Ouais, la chambre de Yandé, à chaque fois quand elle est dans l'avion, c'est comme si elle est dans le ventre de le fœtus dans le ventre de sa maman. Quand elle est aussi dans sa chambre, c'est là que sa mère vient lui rendre visite. Donc il y a tout ce procédé de purification là avec sa mère jusqu'à ce qu'elle soit prête à sortir. Donc c'est très beau quoi. Ah merci. Vous êtes le premier à avoir vu ça. Merci. De tous les gens qui m'ont parlé du livre, personne n'a jamais vu en fait ce que j'ai essayé de dire par cet avion, cet habitacle dont elle se met en fœtus, en boule à l'intérieur de l'avion à un moment donné. Et c'est exactement ce que j'ai voulu figurer et vous êtes le premier à me l'avoir dit. Et je me disais, un jour quelqu'un va trouver, mais moi je ne le dirai pas. On va vendre le livre, tu les as.
Merci beaucoup, merci. Alors, à la fin, il y a bon, il y a toutes ces douleurs-là, hein. Vous l'avez déjà dit, il y a beaucoup de femmes qui, chacune, dans sa propre histoire, symbolise une injustice, en fait, faite aux femmes, généralement. Et vous reprenez une esquisse de la société sénégalaise par rapport à la place de la femme. Est-ce que vous êtes, comme on dit, une féministe? Oui, le mot féministe pour moi, c'est pas une insulte. C'est même si ici on pense que être féministe, c'est voilà, c'est ouvrir la porte à toutes les libertés, voire les libertinages. Pas du tout. Moi, je pense pas. Je pense que quand on défend une femme contre les injustices qu'elle subit, bah, on est féministe. Et il y a des hommes féministes aussi. Hein. C'est pas que les femmes. Hein. Dès l'instant où on pense que la société n'est pas suffisamment équilibrée et qu'elle brime une partie de son corps social, bah, on devient féministe parce qu'il faut rétablir ce gap-là. Il ne s'agit pas non plus d'être contre les hommes, pas du tout. Mais il s'agit d'avoir des relations équilibrées. Qu'est-ce que vous pensez de, comment on appelle ça encore, la loi sur la parité? La parité. Alors moi je pense qu'on aurait dû l'appeler la loi pour l'équité. L'équité, ça me paraît plus juste que la parité, parce que nous ne sommes pas égaux, hommes et femmes, du point de vue physique et du point de vue, je sais pas moi, du point de vue, voilà, à plusieurs niveaux, il y a une égalité qui n'est pas forcément évidente. Mais par contre, l'équité, ça j'y crois beaucoup. Il faut que nous soyons équitables vis-à-vis de nous autres, que le mérite soit reconnu, que quelqu'un qui a fait plus d'études, une femme qui a fait plus d'études qu'un homme, ben, qu'elle puisse bénéficier du poste et qu'on ne lui refuse pas parce que c'est une femme. C'est un exemple parmi d'autres. Et la société sénégalaise étant majoritairement musulmane, a tendance à un peu galvauder la place de la femme, ce que vous essayez de rétablir par ce très beau prêche de l'imam que vous posez au milieu du livre, je ne sais plus à quelle page. Je pense que les Sénégalais devraient plus apprendre ces religions, j'allais dire. Même dans nos religions traditionnelles, hein, qui ne sont ni musulmanes ni chrétiennes, je pense que la femme a une place très prépondérante. Même si ce n'est pas dans les religions, dans les sociétés sénégalaises, africaines en général, la place de la femme est très, très importante. Oui.